Lettre à Évrard, abbé de Tours. Étant donné que la science morale et la science du langage ne sont pas séparées de la philosophie, j'ai toujours mêlé l'étude du bien vivre à l'étude du bien parler, quoique à lui seul, le bien vivre ait plus de valeur que le bien parler, et qu'à celui qui est dégagé des soucis du gouvernement, le premier suffise sans le second. Mais à nous qui sommes occupés des affaires de l'État, l'un et l'autre sont nécessaires. Car il est d'une extrême utilité de parler convenablement pour persuader et de retenir par la douceur d'un discours les esprits furieux au bord de leurs assauts. Pour m'y préparer, je ne cesse de me constituer une bibliothèque. Et de même qu'à Rome naguère et dans d'autres régions d'Italie, en Germanie aussi et en Belgique, j'ai racheté à prix d'or copistes et copies des œuvres, grâce à l'aide bienveillante et à l'empressement de mes amis dans ces provinces. De même, laissez-moi vous prier qu'il en soit ainsi chez vous et par votre intermédiaire. En fin de lettre, nous vous indiquerons ce que nous voulons faire copier. Selon vos instructions, nous enverrons du parchemin pour les copistes et les fonds qui seront nécessaires, sans oublier non plus de vous marquer notre bienveillance. Bref, pour ne pas violer les lois de l'épître, en parlant davantage, le motif d'un si grand travail est de pouvoir mépriser une fortune trompeuse. Mais ce mépris, la nature toute seule ne nous le procure pas comme à tant d'autres. Il y faut le travail et la connaissance. Que nous soyons à la retraite ou aux affaires, pareillement nous enseignons ce que nous savons, nous apprenons ce que nous ne savons pas. Cette bibliothèque a elle aussi une histoire. La bibliothèque de Reims, depuis Hincmar, donc depuis la deuxième moitié du IXe siècle, a été constamment enrichie et c'est une bibliothèque que l'on connaît très bien grâce aux remarquables travaux de Jean de Vis qui a publié naguère un très remarquable travail sur Hincmar de Reims et qui a reconstitué manuscrit par manuscrit cette bibliothèque. Et un savant américain dans les années 30 s'était intéressé à cette bibliothèque et a montré comment, dans quel ordre tous les manuscrits sont venus enrichir cette bibliothèque, et bien jusqu'au temps de Gerbert pratiquement. Et on peut suivre l'histoire de cette bibliothèque, de son enrichissement et en établir le catalogue tel que Gerbert a pu la trouver quand il est arrivé à Reims. Est-ce qu'on peut dire que Gerbert a constitué le canon des auteurs scolaires de son époque? Il n'a pas constitué, il l'a repris, car en comparant justement le canon dans l'école de Spire, par exemple, ou dans d'autres écoles, on s'aperçoit que ce sont les mêmes, ce sont les classiques, c'est-à-dire ceux qu'on étudie en classe. Ce sont Virgile, ce sont Terence, Stace, Juvénal, Sallust, etc., sont toujours les mêmes. Et c'est grâce à l'école, d'ailleurs, que ces ouvrages antiques nous sont parvenus. S'il n'y avait pas eu les professeurs pour les faire recopier, beaucoup de ces œuvres auraient disparu. On a donc vu que Gerbert était allé à Reims pour la science. En fait, Michel Saut, à Reims, Gerbert, peut-être en tant que secrétaire d'Adalbéron de Reims, de l'archevêque, a été extrêmement vite pris dans les raies politiques de l'époque et du lieu. Oui. Il faut peut-être parler d'ailleurs de la situation de Bien Reims. Bien sûr. Alors, Reims est une métropole importante, la capitale de l'ancienne Belgique seconde romaine. Et donc, elle a toujours eu un rôle de capitale sur l'ensemble, disons, de la Gaule du Nord. Et puis, Reims se trouve avoir eu, dans le Haut Moyen-Âge, une histoire qui en fait un pivot de l'histoire du Haut Moyen-Âge. En effet, dans les partages mérovingiens, Reims se trouvait toujours rattachée au royaume de l'Est. Et puis, dans l'Empire carolingien, elle s'est trouvée au centre de l'Empire. Et après le partage de Verdun en 843, elle s'est trouvée dans le royaume de l'Ouest. Et la frontière entre ce qui devient la Francie de l'Ouest, la future France, et ce qui deviendra la Lotharingie, qui s'intégrera progressivement à la Germanie, eh bien la frontière passe tout près de Reims, finalement. Et donc, Reims est une ville, en tout cas un évêché, frontière. Et donc, elle occupe une position européenne, elle aussi. Et donc, arrivant ici, Gerbert vient donc pour la science, comme on l'a dit tout à l'heure, et il découvre la politique. Alors, il faut bien voir aussi ce que c'est que la politique à cette époque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas distinguer trop soigneusement ce qui est religieux de ce qui est politique. Gerbert devient le secrétaire d'Adalbéron, sans doute, mais il est le secrétaire aussi de son successeur et adversaire Arnoux. Il est secrétaire ensuite du concile de Saint-Bal. C'est-à-dire que c'est l'homme qui écrit, qui sait écrire, c'est un homme de talent, et donc il écrit, je ne dirais pas n'importe quoi, mais il écrit tout ce qu'on lui demande, parce qu'il est l'homme qui sait écrire à Reims. Alors, dans l'histoire de Reims, cette ville, je le disais à l'instant, a une grosse importance politique dans l'immédiat. Elle a une mémoire aussi. C'est-à-dire que cette ville essaye de montrer que sa tradition est au moins aussi importante que celle de Rome.
Et donc, on essaye à Reims de montrer qu'on est des Romains, hein, et que finalement, l'église de Reims a le même prestige, la même ancienneté, la même antiquité que l'église de Rome, qu'elle a eu ses apôtres, qu'elle a eu ses martyrs, etc. Et donc, arrivant dans ce lieu, évidemment, Gerbert se trouve confronté ou intégré à une histoire qui est l'histoire de ce lieu, se trouve intégré à une tradition qui est celle que je viens de dire, et se trouve donc de ce fait impliqué dans des querelles extrêmement importantes qui sont la grande histoire de la fin du Xe siècle. Alors, comment se pose le problème? Eh bien, c'est qu'à Reims, nous avons donc un archevêque qui s'appelle Adalbéron, personnage très remarquable. Cet Adalbéron est un lotharingien, c'est-à-dire qu'il vient d'au-delà de la frontière du partage de Verdun de 843, ce qui nous montre encore une fois que ces frontières politiques dans lesquelles on veut voir l'origine de la France et de l'Allemagne, etc., sont des frontières qui, à cette époque-là, sont encore, rétrospectivement, elles sont très importantes. Mais à l'époque, on hésite un peu. L'archevêque de Reims vient de Metz, et ça ne pose aucun problème. Et donc, l'archevêque de Reims est donc cet Adalbéron, dont toute la famille est lotharingienne. Donc, l'archevêque du principal archevêché de Francie de l'Ouest vient de l'autre royaume. Et donc, de ce fait, à Reims se trouvent nouées toutes les questions de l'Europe de cette époque-là. Alors, à l'intérieur du royaume de Francie de l'Ouest, Reims est en train de devenir la ville des sacres. C'est le moment aussi où, on parlera beaucoup cette année de Clovis et du baptême de Clovis, c'est le moment aussi où on vient d'inventer l'histoire de la Sainte-Ampoule, où on vient d'inventer l'histoire que à Reims seulement on peut sacrer les rois de France. Et donc la ville de Reims est un enjeu très important entre ces différentes composantes politiques qui sont en train de se mettre en place en Europe. Gerbert a eu un rôle dans l'accession au trône du Capet. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que des gens comme Gerbert, des gens comme Adalbéron, ne peuvent pas penser l'Église, me semble-t-il, indépendamment d'un empire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, méfions-nous de nos distinctions entre politique et religieux. Vous reparlerez de l'empire dans une émission prochaine. La notion d'empire n'est pas une notion politique, c'est une notion politique et religieuse à la fois. Et dans l'ecclésiologie, c'est-à-dire la façon de comprendre l'Église, qui est celle de Gerbert, que nous connaissons assez bien, qui est vraisemblablement celle d'Adalbéron, eh bien, pour qu'il y ait vraiment l'Église capable de conduire le peuple au salut, il faut qu'il y ait aussi un empire. Alors, la situation du royaume de Francie de l'Ouest est extrêmement dégradée, disons, dans la mesure où le pouvoir des derniers rois carolingiens est considérablement affaibli, et en particulier dans la région de Reims, qui est une de leurs bases. Et ce pouvoir étant affaibli, le pouvoir qui monte, c'est celui du duc des Francs. Ce duc, c'est Hugues Capet. Et ce pouvoir du Capet, eh bien, j'allais dire, trouve la sympathie de Gerbert, d'Adalbéron en tout cas, vraisemblablement de Gerbert avec lui, parce que il ne prétend plus intervenir en Lotharingie. Il ne prétend plus intervenir contre, disons, la famille des Othons, c'est-à-dire la famille de la nouvelle famille impériale qui, en 962, a restauré un empire, bien sûr, pas sur le territoire de Francie de l'Ouest, sur l'autre territoire, mais il y a une fascination de l'empire chez Adalbéron et chez Gerbert. Et alors, la faute capitale des derniers carolingiens, c'est quand l'avant-dernier roi carolingien, en 985, ose s'emparer de Verdun, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il s'est emparé de Verdun, qui, rappelons-le, est la ville d'Adalbéron, et la ville dont le duc est le frère d'Adalbéron, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, il semble bien que le sort des Carolingiens en Francie de l'Ouest est scellé, et désormais, pour permettre l'épanouissement de l'Empire, eh bien, Adalbéron et Gerbert soutiennent définitivement Hugues Capet, qui est donc, comme on sait, sacré en 987. Et en conclusion de cette émission, nous avons un peu abordé la question de Gerbert vue sous l'angle politique. On peut recentrer la question de ce que furent ses rapports avec Rome, recentrer d'une façon brève. Mais il se trouve qu'au XVIe et au XVIIe siècle, Gerbert a été récupéré comme figure de proue du gallicanisme par les protestants. Alors ça s'ancre quand même dans quelque chose de son histoire. Oui, Gerbert a joué un rôle, nous l'avons dit, dans l'événement du Capet. Après la mort d'Adalbéron,
il espérait, et Adalbéron lui avait fait espérer, avoir la succession comme archevêque de Reims. Hugues Capet ne lui a pas donné, lui l'a donné un carolingien qui a trahi, peu importe. Enfin, en 991, après le concile de Saint-Bal, Gerbert est nommé archevêque de Reims. Mais Rome, qui était resté neutre, le pape n'avait pas répondu à la lettre du Capet, le considère comme un intrus. D'où un long conflit entre le nouvel archevêque de Reims et la papauté de 991 à 997. Dans ce long conflit, il a une position anti-romaine, non pas contre Rome, siège de Saint-Pierre, mais contre les papes qui, à ce moment-là, occupaient le siège de Saint-Pierre. Et après la mort du Capet, qui l'a toujours soutenu, il est forcé de quitter Reims et de laisser la place à l'ancien archevêque Arnoul, qui avait été jugé au concile de Saint-Bal. Et ce sont les protestants, dès 1570, et les gallicans, qui ont voulu mettre en valeur ces tiraillements concernant la papauté et l'Église de Rome, et l'Église de France. Alors, oui, mais au nom d'un contresens. Au nom d'un contresens, me semble-t-il, puisque, disons que, comme toujours, la polémique est mauvaise conseillère en histoire, même si elle fait avancer quelquefois la science historique, au nom d'un contresens, parce qu'ils ont été amenés à isoler un certain nombre de passages des œuvres de Gerbert, et en particulier un certain nombre de passages qui sont des passages de ce concile de Saint-Bal, qui assurément a été transcrit par Gerbert, mais comme j'ai dit tout à l'heure, Gerbert qui écrivait, qui était l'homme écrivant un petit peu tout à cette époque-là, et donc c'est en particulier un discours de l'évêque Arnoux d'Orléans, et ce discours de l'évêque Arnoux d'Orléans, il n'est pas évident que Gerbert y souscrive totalement. Il me semble que la préoccupation de Gerbert, c'est justement de restaurer l'autorité de Rome. C'est de restaurer l'autorité de Rome, et constamment, il fait appel à cette autorité de Rome. Il fait appel à cette autorité de Rome, et la meilleure preuve, c'est qu'ensuite il devient pape, et qu'il, j'allais dire, résoudra tous ces problèmes dans la mesure du possible, que ce soit les problèmes avec l'église de Reims, que ce soit les problèmes qu'il a pu rencontrer aussi dans sa carrière, avec l'abbaye de Bobbio, ou avec l'archevêché de Ravenne. Et donc, Gerbert apparaît aussi, j'allais dire, européen, en ce sens qu'il est, je disais tout à l'heure, impérial, il est aussi pour une église qui rappelle ce centre romain, et donc cet empire romain, que ce soit l'empire romain antique peut-être, en tout cas l'empire romain chrétien.